Bonjour à toutes et à tous. Dans la vidéo précédente, on a vu comment on pouvait réaliser un additionneur à 4 bits. Cet additionneur, maintenant, ce que je souhaite, c'est pouvoir l'implanter dans une carte en utilisant un composant logique programmable. Alors, ce composant logique programmable, on va le trouver sur le kit de développement qui est utilisé à l'IUT, que vous pouvez voir ici. Il s'agit de la carte Zibo de Digiland. Le composant logique programmable se trouve ici. C'est un Zinc 7010. Alors, plus particulièrement, il s'agit en fait d'un SOC et pas d'un FPGA qui intègre à la fois 2 cœurs ARM et une zone de logique programmable identique à celle que l'on trouve dans des FPGA de la série 7 de chez Xilinx. Bien, alors j'ai différents éléments qui sont connectés sur cette carte. J'ai également une carte d'extension. La carte d'extension dispose de microswitch que l'on utilisera lors des travaux pratiques, d'afficheurs 7 segments, de LED. Mais sur la carte principale, je trouve également des boutons poussoirs, je trouve des switches, je trouve également 4 LED qui se trouvent juste au-dessus des switches, etc. Alors, ce qui m'intéresse ici, moi, c'est de voir comment on va pouvoir faire le lien avec les signaux de notre projet, un signal A, B qui rentre dans l'additionneur, la sortie S, etc. Et comment je vais pouvoir exploiter, par exemple, les micro-interrupteurs qui se trouvent ici pour pouvoir manipuler les entrées A et B de mon additionneur. Pour faire ça, je vais vous montrer maintenant le schéma de la carte Zibo pour comprendre un petit peu comment se font les associations entre un élément de la carte, par exemple un interrupteur, et le FPGA, la zone programmable. Donc, si on se rend sur le schéma, le voici, le schéma de cette carte Zibo, on a ici les connecteurs d'extension sur lesquels est connectée la carte d'extension. Alors, je passe. Quand j'avance, je trouve ici les différents interrupteurs. On en a 4 sur la carte. Et particulièrement, je vais m'intéresser, moi, à SW0. Donc cet interrupteur SW0, il est connecté plus loin sur le FPGA. Alors il y a beaucoup d'éléments sur la carte que je passe. Là, maintenant, on va bientôt arriver au FPGA. Alors bon, je parle de FPGA parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est la zone programmable. En fait, il s'agit d'un SoC, System on Chip. Donc là, on a la connexion à la mémoire DDR. Je vais passer tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver le signal SW0. Et ce signal SW0, je vais zoomer par ici, je le vois effectivement, il est connecté sur une des banques de notre composant programmable et plus particulièrement sur la broche G15. Il s'agit d'un composant de type BGA, donc ce sont des circuits intégrés avec des microbilles en dessous, dont chacune des microbilles est repérée en ligne par une lettre et en colonne par un nombre, ou parfois l'inverse. Bien, G15, c'est ce qu'il faut retenir parce que maintenant, si je veux pouvoir utiliser SW0 et connecter un élément sur SW0, eh bien j'ai besoin de savoir que ce signal il est sur G15. Alors, on va retourner à notre projet ISE. Et dans ce projet ISE, pour le moment, on a des signaux A, B, S, C out. Ces signaux, il va donc falloir les associer à des éléments physiques sur la carte. Et chacun de ces éléments physiques dispose d'une connexion vers une broche spécifique du composant. Ces connexions aux broches spécifiques du composant en fonction d'un nom de signal se font avec ce qu'on appelle un fichier de contrainte. Alors ce fichier de contrainte, on va le trouver en allant consulter le sujet des travaux pratiques. Alors dans les travaux pratiques, on trouve un annexe. Ah, c'est pas pénible ça. Bon, pardon. Donc dans ces travaux pratiques, on trouve ici un annexe. Et dans cette annexe, une présentation brève de la carte Zibo. Et ensuite, vous allez trouver le fichier de contrainte pour le logiciel ISE. Dans ce fichier de contrainte, on trouve en fait les références aux différents signaux et on leur associe un nom. Par exemple, ici, le signal CLK.
C'est donc un net, on utilise le mot-clé net dans la déclaration de ce fichier de contrainte. Bien, ce signal CLK, c'est ce qui va correspondre dans nos futurs projets à l'horloge principale du système. Et l'horloge principale du système, elle a une localisation que l'on précise avec l'attribut lock, et il s'agit de la broche L16 du composant programmable. On donne d'autres propriétés, d'autres attributs à ce signal, en particulier ici, l'attribut suivant, qui est séparé par un pipe, c'est le IO standard, c'est-à-dire le standard d'entrée-sortie, et dans le cas qui nous intéresse, les standards d'entrée-sortie retenus, ce sont des signaux de type LV-CMOS, donc Low Voltage CMOS, 3,3 volts. Autre caractéristique, puisqu'il s'agit d'un signal d'horloge, on précise la période. Cette période, elle est de 8 nanosecondes pour ce qui concerne l'horloge de la carte Zibo, c'est-à-dire une fréquence d'horloge de 125 MHz. Et puis ensuite, comme ça, on déroule l'ensemble des signaux présents sur la carte. Alors, l'ensemble, entre guillemets, ceux que l'on va être amené à utiliser, parce que dans ce fichier UCF de contrainte, je n'ai mis que les signaux intéressants pour nous. Donc d'abord, les signaux qui nous intéressent au niveau de la carte Zibo, et ensuite ceux qui sont disponibles sur l'extension. Bien, ce fichier, on va le télécharger. Voilà. Je le télécharge et je vais maintenant l'ajouter à mon projet. Donc pour l'ajouter au projet, ce que je vous propose, c'est d'aller le récupérer, ce fichier, donc dans la zone de téléchargement, et on va le coller dans le dossier de notre projet. Une fois qu'on l'a collé dans le dossier du projet, dans le logiciel ISE, on l'ajoute. Et pour l'ajouter, il suffit de le sélectionner puisqu'il est maintenant dans le dossier du projet. Voilà, je l'ouvre. Ça correspond à un fichier spécifique à l'implémentation. Voilà, donc je dispose de ce fichier. Alors si je double-clique, je vois donc apparaître mon fichier avec une déclaration pour les différents signaux. Alors, revenons à notre additionneur. Dans cet additionneur, nous avons deux entrées AB vectorielle et une entrée scalaire Cin. Et puis une sortie vectorielle S et Cout. Alors là, deux solutions pour pouvoir attribuer ces entrées et sorties à une broche ou à un élément donc connecté au composant programmable. La première solution consiste à changer le nom des vecteurs d'entrée. Par exemple, moi je vais décider de connecter les 4 bits de poids faible ici, SWA, des microswitches de la carte. Donc je vous rappelle, ce sont ceux-là, les 4 premiers ici. Je vais connecter les 4 bits de poids faible de SWB sur l'entrée B de mon additionneur. Je vais utiliser l'interrupteur qui se trouve sur la carte Zibo ici, SW0, pour le connecter sur l'entrée Cin. Et je vais visualiser le résultat sur les 4 LED présentes ici sur l'extension. Et je vais visualiser ensuite la retenue sur cette LED-là, LD0. Bien, donc là, on sait quelles sont les broches que l'on souhaite utiliser. Il s'agit maintenant de voir bien comment on va pouvoir faire cette association. Donc, solution 1. Les noms sont fixés ici dans le fichier. Et à partir de là, puisque je veux utiliser les 4 bits de poids faible de SWA, dans mon additionneur, je pourrais changer le nom à cet endroit-là et marquer SWA. Et donc la liaison se ferait comme ceci. Alors ça me dérange un peu parce que cet additionneur, on l'a transformé en symbole, et ce symbole, on le réutilisera pour un autre projet de plus grande envergure. Donc je ne vais pas faire la modification ici. En revanche, le fichier UCF, j'en ai fait une copie. Donc ce fichier UCF, libre à moi de le modifier et finalement de mettre les noms de signaux qui m'intéressent. Donc par exemple ici A, voilà pour toute la partie poids faible. Bien, ensuite, une fois que j'ai fait ça pour toutes mes entrées et sorties, je vais devoir faire en sorte que ISE ne prenne pas en compte les autres signaux. Tout simplement parce qu'ils n'existent pas dans mon projet. Donc si je mets des contraintes sur des noms de signaux qui n'existent pas dans mon projet, ISE va rentrer dans une problématique, c'est qu'il ne saura pas à quoi les associer. Donc pour ça,
on va mettre en commentaire tout ce qui n'est pas utilisé. Et vous avez ici un outil qui permet de commenter les lignes. On a également le raccourci Alt-C pour le faire. Bien, alors on va faire ça pour tous les signaux qui ne sont pas utiles. Et puis ensuite, je vous montre le résultat. Alors voilà, j'ai apporté les modifications importantes. J'ai donc renommé ici le signal correspondant à LD0 par Cout. Donc mon signal Cout va donc être localisé sur la broche M14 qui va sur la LED LD0 de la carte. Et comme ça, j'ai récupéré ce qui correspondait aux LED de l'extension et j'ai spécifié le signal de sortie S de mon additionneur. J'ai ensuite utilisé les micro-interrupteurs pour rentrer le poids faible, donc le quartet de poids faible, A0 jusqu'à 3 et B0 jusqu'à 3. Et j'ai commenté toutes les autres lignes. Bien, à partir de là, on va pouvoir poursuivre. L'étape suivante consiste à choisir le bon composant comme cible pour notre projet. Initialement, c'était un Spartan 3 qui avait été choisi. On va donc changer maintenant la cible et on va choisir un Zinc qui correspond au circuit intégré qui se trouve sur la Zibo. Donc c'est la version 7010, c'est un boîtier BGA 400 broches et le grade de vitesse -3 correspond donc à ce que nous avons sur la carte. Hop, je valide. Bien, maintenant, notre projet est complètement ficelé. On a spécifié les bonnes entrées, les bonnes sorties. On a testé fonctionnellement notre additionneur. On est prêt à faire en sorte que la carte soit programmée. Alors pour ça, on va passer par différentes étapes de façon à ce que le logiciel puisse prendre en compte le design de notre circuit et également les contraintes que nous avons apportées en termes de spécification de broche. Ces étapes se font au travers ici d'actions, de différentes tâches d'implémentation. On commence par une synthèse qui va effectuer une traduction de notre projet avec une netlist de type RTL, un Register Transfer Level, qui va utiliser des portes standards, portes logiques standards. Ensuite, on va implémenter le design. L'opération Translate va permettre de prendre en compte les différentes ressources du projet, décrites sous une forme RTL après la phase de synthèse, donc pour obtenir une netlist de type RTL pour l'ensemble du projet. Ensuite, Map va permettre cette fois-ci de choisir des éléments spécifiques du composant programmable que l'on utilise pour implémenter les différents éléments de notre netlist RTL. Ça concerne par exemple le choix d'une bascule D, le choix des éléments qui permettent d'implémenter une table de vérité. Souvent on parle de LUT, lookup table pour implémenter une table de vérité. Tout ça, ce sont des petites ressources qui sont disponibles dans notre composant, on le verra par la suite. Et le place and route, ça consiste, une fois qu'on a sélectionné différentes ressources du composant, d'en choisir spécifiquement à l'intérieur, à un emplacement particulier du composant, et de tracer, entre guillemets, des connexions entre les différents éléments retenus dans le composant. On va voir ça tout à l'heure de façon plus détaillée, ça permettra de comprendre en regardant l'intérieur du composant. Bien, je lance l'ensemble des opérations de placement routage. Alors, ça prend quelques dizaines de secondes, je mets en pause et on se retrouve après. Voilà, c'est terminé. Donc, à l'issue de ça, on voit quand ça s'est bien passé, il y a des petits repères verts ici, des petites coches vertes qui nous permettent de voir qu'effectivement tout s'est bien déroulé. Alors, le résultat, c'est que l'ensemble de notre projet maintenant a été routé à l'intérieur du composant. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est d'aller voir effectivement le résultat de ce routage. On y va. Donc, le logiciel utilisé pour pouvoir visualiser ça, c'est le FPGA Editor, donc qui va nous permettre d'observer l'intérieur de notre composant. Alors voilà, par défaut, moi j'ai sélectionné la possibilité d'afficher absolument tous les éléments présents à l'intérieur. Alors ici, on devine en bleu des connexions qui existent entre différents éléments. Ici, on trouve la liste de nos signaux. Alors, on va s'intéresser par exemple au calcul de S0. S0, je vous rappelle, c'est le bit de poids faible de la sortie de l'addition. On y va.
Si je clique, si j'effectue un double clic sur S0, je vois ce qui correspond au site. Le site, qu'est-ce que c'est? C'est la localisation dans le composant, et ça peut par exemple être une broche du composant. U12. Bien. U12, c'est donc ce qui correspond à la LED 0 que l'on a connecté finalement sur S0. C'est donc une broche du composant. Si j'effectue un double clic sur l'élément correspondant, je vois effectivement l'intérieur, et l'intérieur présente ici un pad, la broche du composant, donc on l'a dit tout à l'heure, U12. Alors à l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve? Ça qui est intéressant à aller voir, on va zoomer, on zoome davantage. Alors ce qu'on voit, c'est qu'il y a un signal qui arrive sur un buffer et ensuite on accède à la broche. Donc ce n'est pas la sortie qui a été calculée qui aboutit directement sur le pad. On passe d'abord par un buffer intermédiaire. Alors c'est un buffer 3 états qui pourrait être piloté pour empêcher la sortie du signal éventuellement. On voit également que ce pad peut se comporter également comme une entrée, puisque le signal pourrait également passer par ici. On ira voir un pad d'entrée tout à l'heure. Donc en fait, le signal sur lequel a vraiment été calculée la sortie correspondant au poids faible de notre additionneur, c'est le signal S0 au buff. Alors c'est lui qu'on va aller voir maintenant. Donc je ferme ici. Et je vais aller voir S0 au buff. Le voici. Alors ce S0 au buff, cette fois-ci, ce n'est plus un bloc d'entrée-sortie de type IOB33. C'est un slice L. Dans ce composant logique programmable, dans cette zone programmable du SOC Zinc, il y a différents éléments et parmi ceux-là, on trouve des slices L. Alors, à quoi ressemble un slice L? Il suffit de rentrer à l'intérieur pour le savoir. Donc, le slice L, c'est un bloc qui est un petit peu compliqué au premier abord. Bon, finalement, qui n'est pas tant que ça, mais c'est un bloc dans lequel on trouve 4 éléments ici, qui sont des éléments assez généraux, mais qui globalement, pour nous à ce stade-là du cours, permettent de calculer une équation combinatoire à partir de 6 entrées, A1 à A6, et donc de fournir 2 sorties combinatoires. Et on en a 4 à l'intérieur. Donc au total, je peux faire 8 calculs combinatoires avec 6 entrées chaque fois. Ces calculs combinatoires, je peux éventuellement les exploiter ultérieurement, alors soit en les sortant directement de la structure, donc du slice L, soit je vais pouvoir, et on le verra par la suite dans d'autres sujets de TP, je vais pouvoir en mémoriser la valeur dans une bascule. Ici, une bascule D, par exemple. Donc on verra ça quand on verra les bascules D. Alors tout ça, évidemment, ça utilise des éléments de configuration, et les éléments de configuration principaux, ce sont des multiplexeurs de toutes sortes. Donc, tout ce que vous voyez ici sous cette forme-là, ce sont des multiplexeurs de configuration. Autre particularité de ce slice, c'est qu'il y a un signal qui s'appelle CIN ici et qui s'appelle COUT ici. Alors, rien à voir avec notre CIN et notre COUT d'additionneur, quoique l'idée est là. Il s'agit en fait de signaux spécifiques qui vont pouvoir aller de slice L en slice L très rapidement pour pouvoir optimiser les calculs avec des calculs de type addition tel qu'on l'a vu avec notre additionneur à 4 bits, c'est-à-dire avoir des signaux qui se propagent rapidement d'un slice à l'autre. Alors, moi ce qui m'intéresse, c'est quel est le calcul que l'on réalise avec ce slice. Et dans ce slice, on a quelques éléments qui sont utilisés. En fait, un LUT qui est ici. Et ce LUT, il prend en entrée A0, B0, alors en sortie de buffer, on ira voir après, et CIN. Bon, c'est assez logique. Je vous rappelle que sur l'additionneur full adder à 1 bit, pour obtenir le poids faible S0, on a besoin de A0, B0, CIN. Et effectivement, c'est ce que l'on voit ici à l'entrée de ce bloc. Alors si je clique sur le bloc, je vois même apparaître son équation. Son équation, c'est A4 ou exclusif A5 ou exclusif A1. Alors, A4 ou exclusif A5 ou exclusif A1, c'est-à-dire B0 ou exclusif A0 ou exclusif CIN. Effectivement, on retrouve l'équation
que l'on a utilisé pour pouvoir élaborer donc l'addition du full adder, c'est-à-dire pour obtenir le signal de sortie de l'addition du full adder. Bien, donc là on a vu l'intérieur du composant et un des éléments qui était utilisé pour pouvoir faire le calcul de S0. Alors si je m'intéresse maintenant à un buffer d'entrée par exemple, hein, A0 c'est une des entrées, c'est le petit commutateur de poids faible pour le vecteur A. Quand je clique ici, eh bien je vois la constitution interne de ce système d'entrée, la broche ici, hein, le pad, sur laquelle on pourrait connecter des résistances de pull-up ou de pull-down, c'est configurable, et ici, le buffer d'entrée. Et évidemment, ensuite, on dispose du signal A0IBUF, c'est celui que l'on trouve à l'intérieur de la structure et qui est utilisé pour effectuer les calculs dans le composant. Bon, on ne va pas aller plus loin dans l'étude de ce composant. L'essentiel, c'est de voir un petit peu l'ampleur de ce composant. Voilà. À l'intérieur de toute cette structure, vous trouvez des milliers de slices L ou de slices M, hein, qui ont des fonctionnalités un tout petit peu différentes les uns des autres. Alors, je fais une petite parenthèse sur donc ce Zinc 7010 que nous utilisons ici. Hein. Ce Zinc 7010, donc dans la documentation, on voit un peu quelles sont ses propriétés. Et à l'intérieur, on va trouver 28 000 donc, cellules logiques, ce qui correspond à la possibilité d'implémenter 17 600 luttes. Les luttes, vous les avez vues tout à l'heure, hein, on en avait 4 dans chaque slice L. Voilà, donc ça c'est pour la partie logique, un programmable logic de notre Zinc 7000. Alors, on est de retour sur ISE, et là maintenant, on a implémenté notre projet. Ça signifie qu'on est maintenant en mesure de générer un fichier de programmation qu'on appelle bitstream pour pouvoir programmer le composant sur la carte en utilisant l'interface JTAG qui permet au PC de communiquer avec le composant programmable. Avant de faire ça, on peut être intéressé par l'idée de simuler à nouveau notre projet, mais cette fois-ci en tenant compte de tout ce qui va se passer à l'intérieur du composant. Pour effectuer ça, on va retourner ici sur l'onglet de simulation. On va sélectionner notre additionneur. Je vous rappelle qu'on avait réalisé un test bench pour pouvoir tester cet additionneur. Et on va changer le type de simulation. Il y a différents stades de simulation qui correspondent aux différents stades de l'implémentation. Dans le premier niveau de simulation que nous avions utilisé, un behavioral, cela correspondait à une simulation de type fonctionnel. On simulait uniquement le schéma ou le code VHDL du projet. Le stade ultime de cette simulation, c'est celle qui correspond à l'étape post-placement routage, c'est-à-dire après l'entièreté de l'implémentation. C'est donc ce que je vais choisir ici. Et là, je vais maintenant pouvoir simuler exactement tout ce qui se passe à l'intérieur du circuit, et en particulier, je vais pouvoir simuler et obtenir le fonctionnement avec tous les temps de propagation dans le circuit, en tenant compte spécifiquement de la position des éléments. Si on avait choisi ici PostMap, on aurait eu une estimation des temps qui correspondait à un placement qui n'était pas encore effectif dans le composant pour les différents slices. Donc là, je choisis plutôt post-placement routage, ce qui correspondra à ce qu'il y a de plus fidèle par rapport à ce qu'on obtiendra réellement. On sélectionne l'additionneur et on lance le simulateur. Alors c'est pareil, ça prend un petit peu de temps. Donc voilà le résultat que l'on obtient. On va effectuer un zoom. Voilà, zoom full. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir que ici, par exemple, on a nos deux entrées A et B, la sortie S, et on voit qu'il y a un petit décalage entre le moment où les entrées changent d'état et le moment où la sortie change effectivement d'état. C'est vrai également pour la retenue, vous voyez ici. Alors pour que ça soit plus clair, on va changer le radix d'affichage, on va afficher sous forme décimale. Et ce que je vois, c'est que 8 plus 9, c'est donc 17. Ça entraîne un dépassement de capacité, puisque notre additionneur est capable d'additionner jusqu'à 15 uniquement.
ça signifie qu'on va voir apparaître donc une retenue cout, donc effectivement tout fonctionne correctement. Au moment où je passe à 12 plus 3, c'est-à-dire 15, ce qui est compatible avec le champ de ce que l'on peut avoir sur les 4 bits de sortie de notre additionneur, on voit que la sortie cout bascule, mais elle bascule plus tard. Hop, je me positionne ici et je vais zoomer. Donc on a un décalage temporel qui est substantiel, que l'on peut mesurer. Je vous rappelle qu'on vient de changer de valeur, on est passé à 12 plus 3, normalement la sortie cout tombe à 0, mais là on voit qu'elle met beaucoup plus de temps pour le faire. Pour mesurer le delta t, je me positionne sur cout, je clique ici pour aller chercher la prochaine transition. Elle se trouve en 207,526 nanosecondes. Ici, on était en 200 nanosecondes au moment des changements. Il a donc fallu 7,526 nanosecondes pour que, entre le moment où on a changé l'état des interrupteurs et le moment où la LED qui va recevoir le signal cout change d'état, bien il a fallu 7,526 nanosecondes. Mais en tout cas, au bout d'un certain temps, on a obtenu un résultat qui a été concluant, qui était celui attendu. Mais on sait qu'il faut un temps pour l'obtenir. De la même façon, la sortie S nécessite un certain temps avant de changer de valeur. Et en plus, on passe par des valeurs intermédiaires qui n'ont aucune signification particulière, puisque ce que l'on souhaite, nous, c'est passer de 1, qui était le résultat initial, à 15, et on passe par deux valeurs intermédiaires, à 9 et 11, qui correspondent ni plus ni moins qu'à des glitches du système asynchrone que représente ici notre additionneur 4 bits. Donc, la prise en compte nécessite d'avoir passé ce temps-là de calcul. Voilà, on a vu à peu près l'essentiel de ce qui correspondait à l'implémentation dans le composant programmable. Dans la vidéo suivante, on verra comment on peut tester ça à l'intérieur de la carte. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Alors pour ceux qui avaient déjà vu cette vidéo, je l'ai refaite parce qu'il y avait plein de coupures de son. J'espère que ça fonctionne bien maintenant.